nouvelle qui nous touche. Ben, opération sécuriser le détroit d'Ormuz. Après avoir dit le contraire, le Canada serait finalement peut-être prêt à contribuer. Ben, c'est tout un virage quand même à 180 degrés, oui pour le Canada, mais pour plusieurs autres pays européens là, qui avaient dit d'entrée de jeu, non, ça nous concerne pas, c'est pas notre guerre. Or, c'est un revirement de situation. Oui, le Canada et 6 autres pays, pensons au Royaume-Uni, l'Allemagne qui disait initialement rien vouloir savoir de ça, l'Italie, les Pays-Bas, le Japon et la France, qui se disent prêts à contribuer aux efforts pour sécuriser la navigation dans le détroit d'Ormuz. On n'a pas l'intention nécessairement de s'impliquer militairement pour sécuriser comme tel, mais ils répondent quand même présents à ce que Donald Trump avait demandé, là, son coup de main il y a quelques jours. Un petit couloir maritime, le détroit d'Ormuz, dont on vous parle pratiquement à tous les jours. Pourquoi? Ben, c'est qu'il est crucial pour l'approvisionnement de pétrole. À peu près 20% de la production mondiale passe par là. Ces derniers jours, l'Iran avait autorisé le passage de quelques navires de pays que l'Iran considère comme alliés. Vous comprendrez qu'on ne fait pas partie de cette liste-là. Et va continuer quand même de bloquer le détroit d'Ormuz à tous les pays que l'Iran juge hostiles à ce moment-là. J'ai l'impression qu'il y a un sous-entendu, un petit non-dit dans cette nouvelle-là. C'est que ces pays-là, dont le Canada, à mon avis, veulent participer à sécuriser le détroit d'Ormuz après un cessez-le-feu. C'est le bout de phrase qu'ils disent pas, là. T'sais, ils disent, ouais, on regarde ça. Mais que le sous-entendu, ce qu'ils ont dit, après le cessez-le-feu, s'il faut faire appliquer un cessez-le-feu, s'assurer que tout se passe bien, qu'il n'y a pas quelques Iraniens frustrés qui pourraient continuer à faire des conneries après. Je pense toujours pas que tous ces pays vont s'impliquer activement dans une guerre, débarquer sur le territoire de l'Iran pour sécuriser la côte, etc. Je suis sceptique. Peut-être que je me trompe, mais j'ai plus l'impression que pour éviter de confronter Donald Trump, un peu dans l'esprit de ce qu'Emmanuel Macron avait fait le jour de la demande, là, de dire, je veux pas dire non à Trump en pleine face puis le frustrer. On a eu une bonne conversation téléphonique, qu'on a trouvé une façon de dire, oui, on pourrait D'autant plus que tous ces pays ont intérêt à sécuriser le détroit d'Ormuz. En passant, il y avait une analyse intéressante sur CNN qui a comme trié les pays entre les gagnants et les perdants de la guerre. OK. Il n'y a pas beaucoup de gagnants, c'est surtout des perdants. Mais dans la courte liste des gagnants, le Canada. Puis quand il disait ça, CNN, c'est pas qu'il portait un jugement de valeur, là, la Norvège, le Canada, donc des pays qui sont démocratiques, producteurs de pétrole, complètement en dehors géographiquement de cette histoire de guerre, voient leur prix de leur baril augmenter, ça rapporte. C'est des pays qui, globalement, là, quand tu fais les plus et les moins, on mettait le Canada. Puis je sais que pour le consommateur qui achète son essence à la pompe, on est inquiet d'une récession. Mais on dit globalement, malgré tout, le Canada, la Norvège sont des pays comme un peu gagnants de la guerre. Bon, Trump et Netanyahou, finalement, disent que c'est faux, là, qui sont en tension, ils disent être sur la même longueur d'onde. Oui, alors que le Pentagone demandait 200 milliards pour financer cette guerre-là. C'était à se demander combien de temps ça peut durer. Le président Trump avait avancé un horizon de 4-5 semaines ou le temps que, on est déjà à 3 aujourd'hui. Là. Oui, c'est ça. Là. Alors, d'une part, Benjamin Netanyahou, oui, a affirmé qu'Israël était en train de gagner cette guerre contre l'Iran. Un peu le même son de cloche de la part du président Trump hier, là, que ça achevait. Mais il y a quand même un enjeu, notamment la frappe israélienne sur le grand gisement gazier iranien. Alors, le président américain, de son côté aussi, s'est distancié de cette attaque-là en disant qu'il n'était pas au courant, qu'il voulait aussi qu'Israël cesse de bombarder ce genre d'infrastructure-là. Je pense qu'il était vraiment pas content. Ouais. Je pense que les États-Unis, oui, veulent faire tomber le régime et tout ça, mais réduire les capacités mondiales de production de pétrole, donc déjà, le Qatar, là, les infrastructures gazières, on parlait d'une longue période. Ils perdaient un cinquième de leur capacité, puis ça allait être assez long à réparer. Oui. S'ils commencent à démolir les uns les autres leur capacité pétrolière, ça veut dire que le prix de l'essence va rester élevé pendant une plus longue période, même après la guerre. Ben, c'est ça. Alors, de son côté, Benjamin Netanyahou, si je vous le paraphrase, a dit, parfait, Donald veut plus qu'on fasse ça, on le fera plus.
C'est fini. Oui, c'est pas mal ça. Pendant ce temps-là, on achève 3 semaines de guerre au Moyen-Orient. Israël a poursuivi ses frappes sur l'Iran sans montrer de signe d'apaisement. Dans le cas de Netanyahou, il a aussi affirmé que Téhéran n'avait plus la capacité d'enrichir de l'uranium ni de produire des missiles balistiques. Ça faisait partie, effectivement, des arguments pour aller en guerre contre l'Iran, alors que la République islamique a annoncé la mort d'une autre personne clé, c'est le porte-parole de son armée, les gardiens de la Révolution. C'est le plus récent responsable tué dans cette guerre. Et les experts du prix de l'essence pensent que le fameux, c'est symbolique, mais le fameux 2 $, c'est pour très bientôt. Là. Le 2 piastres qu'on n'avait pas vu, le litre, depuis l'Ukraine, 2002, la guerre en Ukraine. 2022, pardon. Ça, c'est pour l'ordinaire. Ceux qui font le plein en suprême, là, attelez-vous, là, ça va monter pas mal plus que ça. Ça fait mal au cœur. Et ce que plusieurs experts pensent, c'est est-ce que même d'ici la fin du week-end, on pourrait atteindre le 2 $ le litre? Parce que, oui, il y a eu ces attaques contre les infrastructures de production d'hydrocarbures. Le Brent, là, hier, à un moment donné, a atteint un sommet à 118 $. Ça a redescendu depuis, là, ça se transige autour de 110 là, actuellement. Mais quand même, là. Et à Montréal, si on fait une petite tournée, on observe notamment du 1,88 $ ce matin. Et quand on revient un peu en arrière, c'est une hausse de 50 % en ce qui concerne le prix du pétrole en l'espace de 3 semaines. C'est une tendance qui est en accélérant, là, clairement. Bien hâte de voir à quel rythme ça va redescendre après. Pierre Poilievre, donc, qui est allé, on le savait, au balado de Joe Rogan, mais hier après-midi, tout ça a été diffusé. 2h30 d'entrevue. Ma foi, ils ont commencé en parlant d'entraînement physique, cadeau que monsieur, bon, on le voit à l'écran, les gens qui sont à la télé. Mais qui fait des entrevues avec des dumbbells? C'est pas un dumbbell, c'est un kettlebell. C'est ça. Les dumbbells, ils en ont discuté. Non, parce que ils en ont parlé, là. Pour l'entraînement, là, ils disent les deux, le dumbbell, au niveau de l'effet levier sur les muscles, ça. Kettlebell, c'est mieux. OK, puis c'est quoi sa certification? Ils ont parlé de sport. Il est pipé, Rogan. Oui, mais c'est ça, mais attention, aussi. Les muscles, ça ne veut pas dire que tu es fort. Des fois, c'est de la poudre aux yeux. C'est deux choses. Mais ils ont parlé de sport de combat, ils ont parlé de politique. Et ça fait énormément jaser depuis, énormément de réactions. Pierre Poilievre, c'est le balado le plus écouté à travers le monde, là, celui de Joe Rogan. Alors, c'est une vitrine extraordinaire pour le chef conservateur qui a fait valoir ses idées. D'abord, sur le 51e État, il souhaite que Donald Trump cesse ses conneries. Que les deux pays redeviennent amis, souhaite aussi que les tarifs tombent une fois pour toutes, qu'on passe à autre chose. Donc, il a passé plusieurs messages clés sur les points les plus sensibles, notamment pendant ces 2 heures et plus d'entrevue. Que je considère, pour moi, c'est un hit. Là. Moi, je considère que pour Poilievre, c'est un coup de circuit. Écoute, il était à l'aise. À la fin, là, Rogan disait, écoute, si j'étais au Canada, je voterais pour toi. Il était complètement séduit. Ça a failli un petit peu déraper sur l'aide médicale à mourir. Rogan avec, comme je pense, c'est une fausse histoire, là, tu sais. En tout cas, mais globalement, là, ça s'est vraiment bien passé pour lui. Puis je pense pour Poilievre, les sondages ne remonteront pas en 24 heures. Là. C'est Mark Carney présentement qui a la pole, puis il va la garder pour un bout jusqu'à temps que Carney fasse une gaffe ou qu'il arrive quelque chose. Mais exemple, là, d'effet immédiat, ça va calmer son caucus. Le caucus conservateur qui était nerveux, puis va dire, ben regarde, notre chef, il est là, puis il est en forme, puis il est bon, puis en temps venu en campagne électorale, on va remonter. Tu sais, ça redonne la foi, là, on va remonter, puis... Fait que moi, je pense que ça a été un excellent coup pour lui, puis sincèrement, son voyage au Royaume-Uni, en Allemagne, aux États-Unis, toutes ces on n'a jamais eu grand-chose à se mettre sous la dent. C'est bon, il a rencontré un tel. On le mettait même pas dans les nouvelles. Ça a passé vraiment dans le On le mettait même pas dans les nouvelles parce que il a rencontré un tel. OK, qu'est-ce qui est arrivé? On sait pas trop. Ils ont jasé. Bon, OK. Là, ça, c'est un coup d'éclat. Ça, c'est un vrai coup d'éclat. Il a bien répondu aussi. Il n'est pas... Non, il n'a pas dérapé. Non. Il n'a pas dérapé parce que c'est sûr que ça, c'est l'autre bout. Le temps, quand tu passes 2h30 en entrevue, tu dis beaucoup de choses. Manu, t'oublies que t'es en entrevue. Ouais. Charles-Antoine, au sport, Canadien qui hier, après 2 périodes, avait joué un match serré, sans faute. Et le château de cartes s'est écroulé en 3e. Mais là, le Canadien sort étape par étape du portrait des séries. Là. Ouais, avant de sortir... T'as 1 point, là. Ouais, exact. Tu vois, hier, avant le match...
87% des chances d'accéder aux éliminatoires. Ce matin, on est à 76. Et ça baisse vite. Ça baisse vite, exactement. Mais une autre défaite, tu vas être à 62. Là, ça descend vite. C'est toujours devant les Bruins, devant les Red Wings, mais avec le même pointage au classement. Le Canadien a juste joué un match en moins. C'est ce qui leur donne un peu l'ascendant. Mais tu vois, tout le monde dans le vestiaire était presque satisfait parce que c'était la bonne façon d'aborder le match. Il y a eu beaucoup de parascolaires dans ce match-là. Hein. Les gardiens ont reçu de la visite après le sifflet à plusieurs occasions. Le Canadien a joué justement un match de série. Il y avait une ambiance de série. C'était très physique. Mais 2 erreurs en quelques minutes ont coûté la rencontre. C'était 1-1. Juraj Slafkovský, d'ailleurs, qui avait marqué son 25e but, n'avait jamais dépassé 20 buts dans une saison. Donc, je le souligne quand même. Et je souligne aussi sa petite barbe des séries. Ah ouais? Juraj est en train d'aborder la puberté à l'approche des éliminatoires. Faudrait pas justement que le Canadien manque les séries. Bon, je reviens à mes 2 erreurs. Jake Evans, un revers avec la cage complètement ouverte. Il n'a qu'à soulever la rondelle et la projeter côté rapproché. Le gardien est déporté et il rate complètement la cible. Ça aurait été le but gagnant. Et quelques instants plus tard, Mike Matheson... En fait, il a réussi la cible. Lui, il visait le gardien, puis il a frappé en plein cœur de la cible. Le but était vite, mais il y avait quand même le gardien de l'autre bord. Lui, il a visé le gardien, puis il l'a eu. Il a tombé direct dessus. En même temps, les Red Wings jouent en rouge, donc c'est peut-être ça qui a attiré son attention. Et la séquence s'est poursuivie, 2 minutes plus tard. La rondelle roulait du petit côté. Donc, elle était comme à la verticale, la rondelle, et Mike Matheson n'a jamais été capable de contrôler celle-ci. Il l'a échappé, a fait une crevaison dans le coin de la patinoire. Sur le cul, littéralement, la rondelle est revenue sur la palette du meilleur buteur des Red Wings, de Brinkat, un joueur très semblable à Cole Caulfield qui a déjoué Jakub Dobeš, but gagnant. On en a ajouté un dans un filet désert, donc 3-1 la défaite. Mais c'est ce genre de match. Mais là, on dit qu'on a joué de la bonne façon, dans le sens qu'on a joué un match serré. On n'a pas donné beaucoup de chance aux Red Wings. Bon, 2 gaffes en 3e coûtent le match. Mettons que je challenge ça. On a-tu joué de la bonne façon? Parce que quand le Canadien jouait ouvert, là, il en donnait 3, il en marquait 4, il gagnait. Est-ce que ça se peut que dans ce genre de match-là, le Canadien gagnera jamais? Qu'à ce jeu-là, d'un match d'un but, 2 buts, des matchs qu'on essaye hyper serrés, on joue le style des autres, puis on va tous les perdre à la fin. Ben là, tu vas tous les perdre. Non, là, mais c'est sûr qu'on peut pas faire... c'est pas le style de jeu de l'équipe, et on éteint les... Je me posais la question hier, puis je me disais, c'est quand même une défaite, là, tu sais, c'est comme... Ben, c'est sûr que c'est difficile d'extrapoler, parce que hier, Gibson a volé le Canadien à quelques reprises, Cole Caulfield a frappé un poteau en première période. Tu sais, le CH méritait plus... la victoire. Ouais. Puis l'arbitre donnait les punitions juste d'un côté aussi. Il y a eu énormément de désavantages numériques pour le Canadien. Puis de l'autre côté, il n'y en avait pas, là. Je veux dire, si ça avait été au Centre Bell, la foule aurait joué à l'arbitre, aurait crié souvent, là. Je mentionne quand même que le but de Juraj Slafkovský était en avantage numérique et ça faisait grand bien parce que le CH était sur une séquence de 0-10. Donc, l'attaque à 5 là, était en panne depuis 3 ou 4 matchs. Au moins, on a mis fin à cette séquence-là. Mais c'est vrai là, qu'on se défendait. Mais t'es sur la route, c'est intense. Honnêtement, je pense pas qu'on peut prendre ce match-là et analyser ce qui s'en vient. Mais c'est ce qu'on va faire à 6,50. On va regarder le calendrier, le nombre de matchs sur la route. Il y a beaucoup de doublés contre des adversaires qui sont en série. C'est pas simple ce qui s'en vient pour le Canadien. D'ailleurs, le prochain match, il est samedi au Centre Bell face aux Islanders. Tu te souviens de ma crainte, là? Qu'après la pause olympique... C'est vrai que tu l'avais nommé. Moi, depuis la pause olympique, j'ai peur que le Canadien perde son momentum, ne fasse pas les séries. En ce moment, le Canadien n'a pas de momentum. Ça, c'est clair. Ouais. Présentement, ils font pas les séries. Si la tendance se maintient, ils sortent du portrait. En tout cas... Si la glissade se poursuit. Ouais. Parce que le match de mardi a sauvé un peu les meubles, mais sinon, là, c'est une... Sauf que là, la séquence de 5 matchs en 8 jours, là, à l'heure actuelle, t'es à... 1 victoire, 3 défaites, puis 3 défaites en temps réglementaire, pas un petit point accroché là. C'est une... Non, c'est pas réglé. C'est pas réglé. Va falloir attendre un peu avant de c'est moins compliqué pour la victoire. La victoire hier sans Marie-Philippe Poulin a été très, très solide. Reprend le premier rang ex aequo. Marie-Philippe Poulin était dans les loges. On la voyait très, très réactive. On n'a pas de mise à jour de son état de santé, mais c'est rien de dramatique selon ce qu'on en comprend, réévalué quotidiennement, mais c'est la même blessure en principe qu'aux Olympiques. Mais sans elle, hier, le premier trio a été très bon malgré tout. 4-1, la victoire de la victoire.
Juste pour rire, s'excuse, Isabelle. Ben, on se rappelle de cette saga. Là. La semaine passée, on vous annonçait que Julien Lacroix allait être chapeauté, là, allait se produire avec Juste pour rire cet été parce que les autres aimaient son style, son écriture et passaient par-dessus les fameuses allégations des dernières années où il n'a pas été condamné officiellement. Puis à un moment donné, il a recommencé à faire des spectacles par lui-même, puis Juste pour rire voulait le chapeauter. Par contre, à la suite de cette nouvelle-là, plusieurs humoristes se sont plaints, ont été fâchés de ça. Et 24 heures après l'annonce que Julien Lacroix allait être produit par Juste pour rire, ils ont annulé finalement cette annonce-là. Ils se sont rétractés. Hey, ça, c'était pas sérieux. Si tu annonces Julien Lacroix, faut que tu t'attendes qu'il va y avoir quelqu'un. C'est sûr que ça fait... Si t'es pas prêt à te tenir debout devant ça, fais-le pas. Prends-le pas, c'est correct. Fais-y pas vivre ça. Là, c'est junior, puis nul. Là. Mais comme je comprends pas comment ça que tu y penses pas. C'est sûr que ça va faire des frasques, mais assume si toi, tu trouves qu'il a fait un chemin puis que tu veux le produire. C'est correct si tu veux le produire, mais assume. Puis vérifie avant, parle aux gens. En tout cas, je sais pas comment tu peux être amateur va à tester ce l'eau point. Du bain. Mais là, ce qu'il a fait hier matin, il a fait une rencontre d'à peu près 1h30. Il a rencontré une trentaine de gérants d'artistes. On dit, c'est nos collègues du journal qui l'ont rencontré. Ils disent que c'est majoritairement des femmes qui ont été rencontrées pour s'excuser, pour discuter de ça, parce qu'il semblerait que même ils ont eu peur au festival cet été. Là. Parce que lorsque rapporte le journal, il y avait des craintes de ça. Il y a même quelqu'un qui aurait annulé sa présence pour animer un gala, même qu'il devait y avoir des auditions pour les galas de la relève, puis ils ont dû reporter de 2 semaines. Mais moi, je pense qu'il doit y avoir deux problèmes. T'as ceux qui vont dire « moi, je veux pas être associé, puis tout ça, puis là, t'as pensé faire affaire avec Julien Lacroix, puis je veux plus être dans ton groupe. » Tu dois en avoir d'autres qui disent « T'as un petit peu, là, je veux-tu faire partie de ton groupe de bouffons? Là? » Que, si quelqu'un... Si ces réseaux sociaux, il y a une phrase qui est dit contre mon artiste, tu nous largues, peux-tu faire affaire ailleurs, moi, là? Il y a une phrase dans l'article là, qui me fait sourciller. Les gens ne veulent pas faire les auditions, nous dit notre source. Ils veulent savoir ce que les autres vont faire. Surtout les humoristes de la relève. Ils veulent savoir ce que les autres vont faire. Fait que c'est quoi? C'est curieux. Ouais. Mais je serais curieux. Ceux qui ont fait des sorties, là, Christine Morancy puis d'autres, à un moment donné, il faudra qu'ils parlent. Est-ce qu'ils savent des choses? Est-ce qu'il, à propos de Justin Lacroix, parce qu'il n'y a pas eu d'accusation, qu'il n'y a rien eu. Là. Il y a eu un article du Devoir dont une large partie, finalement, c'était pas tout à fait ça. Ça a été nuancé. Nuancé N avec un N majuscule. Est-ce qu'eux ont des éléments, ils savent des choses puis ça se peut. Que nous, on ne sait pas? C'est ça qui est difficile, je trouve, pour nous de juger le cas Julien Lacroix. Ou ils se font juste une bonne bouche à la place publique en disant moi, là, je suis plus blanc que blanc. Là, moi, j'ai toujours pu. Mais c'est ça qui est difficile, je trouve, dans notre position, parce qu'on ne connaît pas Julien Lacroix. Donc, c'est vrai que s'il y a eu des comportements déplacés et plus, bien sûr, on ne veut pas minimiser les victimes. Mais après ça, si c'est des comportements qui, aujourd'hui, on peut passer par-dessus pour avoir une deuxième chance. Parce qu'il y a plein de monde qui ont une deuxième chance. Il faut avoir une deuxième chance. Mais après, je comprends qu'il y a différents degrés à ça, mais je ne sais pas, moi, Julien Lacroix, aujourd'hui, on a eu le même procès pour Éric Lapointe, on a eu le même procès pour différents cas, mais c'est comme si on met tout le monde dans le même panier, puis je trouve ça dur, moi, de le juger. Je sais pas.